C'est marrant parce que quand je m'entends parler, pour des lycéens, j'ai l'impression que je complexifie un métier qui est hyper simple, ou en tout cas une résultante, où on voit une affiche, on se dit souvent, ou une coupure pub, on se dit bah, c'est le moment où je vais pisser. Et en fait, c'est très complexe et c'est surtout, je pense qu'il faut rompre avec ces clichés, c'est très scientifique. Moi, en ayant commencé un peu jeune et tout ça, je m'étais dit c'est bon, chill, les gars, c'est cool. Et en fait, non, plus tu rentres dans le concret, plus tu as besoin d'être au courant de tout. Parce que ça peut paraître paradoxal au sens où le métier toi-même tu l'appelais créatif et pourtant t'expliques que c'est très abouti finalement. Ouais, il y a une vraie corrélation entre la technicité en tout cas dont on doit faire preuve parce qu'on est dans un marché qui est de plus en plus frileux, que les annonceurs ont besoin d'être rassurés sur le résultat final, qu'on doit un peu exposer sous la forme d'une équation pour montrer un peu comment on a abouti à ce résultat. Et c'est vrai que c'est particulier parce que moi en tant que directeur artistique je pourrais dire voilà moi j'aime bien les belles images, les gars c'est super, faut avoir des références, faut visiter les musées, faire pas mal d'expos et tout. Tu vas être un bon publicitaire entre guillemets si t'es fort en stratégie, si tu connais bien la marque, t'es juste, t'as la bonne tonalité. Pour Halloween tu fais pas un bonhomme en neige, tu vois, enfin il faut que ce soit juste et précis quoi. Et Charlotte alors du coup? Pour rebondir sur ce que vient de dire Kamel, on travaille pas mal de concerts avec des agences de communication aussi dont on est partenaire, qui elles vont plus s'occuper justement de toute la partie stratégique, et nous finalement notre métier il est beaucoup plus dans l'exécution et dans la production. C'est pour ça que je reviens un petit peu à ça. Nous, notre plus-value, c'est vraiment comment on délivre en fait ce qui est attendu. Donc je vais te donner 2 exemples qui me viennent en tête. Comme ma boîte, elle est un petit peu à 2 têtes, il y a vraiment une partie édito, donc rédaction, et une partie image, notamment vidéo. Si je te donne un exemple en édito, on travaille avec Veolia, donc je sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est les gros camions qui passent dans la rue pour traiter les poubelles, les déchets, et ils traitent aussi l'eau. Et en fait, ils ont un blog, un journal en ligne qui s'appelle Living Circular, donc en anglais, qui est dédié à l'économie circulaire. En gros, c'est comment on change de paradigme aujourd'hui pour faire en sorte que nos déchets deviennent nos nouvelles ressources. Parce qu'en gros, on a extrait tellement de matières premières de la Terre qu'aujourd'hui, toute la matière se retrouve dans nos déchets, sauf que ces déchets, ils sont où? Ils sont dans les poubelles, dans les décharges, et on les utilise pas. Donc, ils ont ce blog dédié à l'économie circulaire qui correspond un peu à un journal. Et donc, nous, en fait, tous les mois, j'ai mes journalistes en interne, on fait une conférence de rédaction pour leur proposer des idées de sujets en disant, tiens, on va pouvoir, il y a telle initiative, il y a tel groupe de jeunes qui part faire un tour du monde à la voile seulement à base d'énergie renouvelable. Donc là-dessus, c'est presque du journalisme en fait pour les marques. Et donc on les propose à Veolia, Veolia retient ou pas les sujets. Une fois qu'il les a retenus, c'est à nous de produire les sujets. Donc on va faire des interviews s'il faut, une enquête, appeler des gens, etc. et écrire l'article et après leur délivrer. Donc ça c'est un exemple en édito. Donc voilà, comme je disais, c'est presque du journalisme pour les marques, mais c'est une forme de communication parce que c'est la marque qui s'exprime et donc c'est pas un média. Et en vidéo, ça va être des trucs, un exemple qui me vient en tête, on a travaillé pour une marque qui s'appelle Sushi Gourmet, qui est une chaîne de sushi en fait, et ils voulaient pour les réseaux sociaux faire une série de 6 vidéos qui présentent leurs quelques recettes phares de sushi. Et du coup on a organisé pour eux, on a fait un tournage en fait avec un maître japonais qui faisait très bien les sushis, donc on a réservé l'endroit dans lequel on a shooté la vidéo, on a tout préparé, on avait une styliste culinaire, j'ai découvert ce métier d'ailleurs depuis que j'ai créé cette boîte, il y a des stylistes culinaires dont le métier c'est quand on shoot des vidéos ou des photos où il y a de la bouffe dessus, comment est-ce que tu positionnes bien le sushi et la baguette et la petite sauce à côté, bref. Je crois qu'on va faire un épisode spécial sur ce métier d'ailleurs. C'est vrai? Non, c'est pas d'accord, ce serait génial. Tu devrais, parce que, franchement, ça peut peut-être intéresser des gens qui nous écoutent. Donc bref, on a réservé le studio, réservé le matériel. Là-dessus, tu prends à la fois un photographe, tu prends un caméraman, tu prends un respo lumière, tu prends un machin. Tu fais lien avec le client, tu organises le tournage. Donc ça, c'est pour toute la prod, quoi. Et après, en post-prod, en post-production, et c'est une fois que tu as récupéré ce qu'on appelle les rushs, donc c'est les images filmées tout simplement, comment tu montes la vidéo. Enfin voilà, tu la montes pour que ça soit dynamique, tu rajoutes une musique derrière, tu rajoutes le logo, des petites animations en motion design, c'est du graphisme animé, et puis tout ça en respectant les spécifications du client, et après tu livres les vidéos. Et donc à la fin, vous rendez un résultat au client, et qu'est-ce qui se passe? Et on envoie une facture. Et on est content. Et c'est possible que le client ne soit pas satisfait de votre travail? Oui, ça arrive. Dans ce cas-là, on rebosse. L'objectif, c'est quand même de faire en sorte qu'il soit satisfait et d'avoir suffisamment anticipé ses demandes en amont. Nous, en l'occurrence, là, typiquement pour Sushi Gourmet, souvent le client, il l'assiste au tournage, donc s'il y a un truc qui va pas pendant le tournage, il le voit tout de suite, et il est capable de rectifier le tir en live, en fait. En général, le client est quand même content à la fin. Il peut y avoir des retours, évidemment, sur les versions pour qu'on s'ajuste à ce qu'il veut au final, mais en général, ça se passe bien quand même. Ouais, c'est qu'il y a tellement tout un processus, en fait, qui permet de garantir un résultat dont tout le monde sera satisfait que
il y a un storyboard au début si c'est pour une vidéo, et on va avoir des maquettes, on va refaire c'est faire des brouillons en gros si on est sur de l'affichage. On fait plein de versions de façon à ce qu'il y ait des allers-retours clients, agence, et pour vraiment que ce soit parfait. Et c'est très rare qu'à la fin, le rendu, les clients se disent c'est pas du tout ce dont vous nous aviez parlé. C'est un peu ça, du coup, la valeur ajoutée aussi des agences. C'est toute cette méthode qui fait qu'on comprend ce que vous voulez et on arrive à vous délivrer ce dont vous aviez besoin. C'est absolument ça. Ouais. Et là où tu vois les métiers de Kamel, enfin en tout cas une agence de pub et mon travail peuvent être complémentaires, c'est que l'agence de pub ou de communication, elle va plus, encore une fois, réfléchir à la stratégie, tout ce dont parlait Kamel tout à l'heure sur le côté même limite scientifique, de comprendre la stratégie de la marque, faire ressortir la plus-value en une phrase, en un message percutant. Eux, c'est plus leur métier, limite un peu plus stratégique, et nous, en fait, on exécute en fait derrière. Donc c'est aussi 2 niveaux de communication différents et des types de métiers différents. Le milieu de la communication, comment est-ce que vous pourriez le décrire ? Alors déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de travail ? Est-ce que c'est un marché du travail qui est bouché ou pas ? Est-ce que c'est plutôt jeune, à majorité homme-femme ? Est-ce que c'est stressant ? C'est assez bouché en vrai, donc ne venez pas, ne postulez pas, voyez d'autres vocations. Non, ça c'est fait. En soi, c'est qu'il y a tellement de métiers différents. Je pense, là, je suis rentré chez Publicis, il y a presque 800 collaborateurs juste dans le bâtiment dans lequel je suis. Il y a un autre bâtiment qui est à Bastille, ils sont partout dans le monde. Et donc il y a beaucoup de débouchés et le fait que ce ne soit pas bouché du coup. Mais il y a plein de métiers, il y a plein de formations différentes. C'est un métier qui est relativement jeune pour 2 raisons. C'est qu'on a besoin d'être tendance et on va dire que la direction est plus vieille avec de l'expérience et aime bien embaucher des jeunes créatifs ou des jeunes planeurs pour ramener justement de l'énergie. C'est un métier qui est en perpétuel mouvement. Moi, j'ai fait 2 ans en moyenne dans chacune des agences. Parce que, c'est normal ça ? C'est normal parce que en fait, les budgets ne restent jamais très longtemps dans les agences et donc ça fait que tu peux à la fois t'intéresser à d'autres sujets dans d'autres agences, donc avoir une motivation pour partir, ou parce que tu as juste d'autres prétentions, que ce soit salariales ou d'ambition créative. Moi, j'aime bien dire que les agences de com ou de publicité, c'est comme des clubs de foot. Il y a le mercato à la fin de l'année, il y a les directeurs de création qui sont les entraîneurs. Là, je parle vraiment pour la création, mais ça vaut aussi pour des directeurs de clientèle ou dans la partie plus stratégique. En fait, il y a des recrutements qui se font, des débauchages qui se font d'agence en agence. Il y aura toujours de la place, mais la concurrence est forte parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sont dédiées à ce métier. C'est un secteur qui est de plus en plus séduisant, je pense, donc de plus en plus aussi exigeant. Compétitif, quoi. Qui est très dynamique en tout cas. Je pense qu'il se passe plein de choses, que c'est assez passionnant d'être dans ce milieu-là. En tout cas, c'est mon avis. Ouais, c'est la résultante. C'est qu'il y a tellement de concurrence, même par exemple, entre teams en création, on a besoin de se challenger parce qu'il faut monter absolument sur un budget. Typiquement, nous, on a une formule aussi en agence où on dit si tu as sorti deux projets dans l'année, tu peux être content. S'il y en a un qui est bien, c'est encore mieux. Parce qu'il y a tellement... les processus sont lents de création, mais il y a aussi tellement d'équipes sur plein de budgets que c'est souvent difficile de produire et de faire son book du coup. Moi, du point de vue de la production de contenu, je ne saurais pas dire si c'est bouché ou pas. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de demandes. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément d'agences de production de contenu, même des boîtes de prod juste spécialisées en vidéo. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut du contenu. Comme on dit, content is king. Et donc, ne serait-ce que ce soit sur les réseaux sociaux, en fait, chaque marque aujourd'hui devient un peu un petit média et a besoin de communiquer partout sur son site internet, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ils ont tout le temps besoin de contenu. Des articles, des vidéos, des capsules spécialement faites pour les réseaux sociaux, même du son, parce qu'en ce moment, tu as le format podcast qui est en train d'exploser et notamment qui séduit beaucoup les marques. Donc, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de demandes de production de contenu. C'est aussi pour ça qu'il y a de la place sur le marché pour pas mal de petites boîtes comme la mienne qui se lancent. Tu vois, nous, on est 10 chez nous, donc c'est pas beaucoup. Je dirais qu'il y aura toujours de la place pour les gens qui, comme on disait tout à l'heure, qui sont motivés, qui ont du talent, qui ont envie de se challenger, qui se tiennent au courant, qui sont curieux. Et en plus, je trouve que tu peux toujours te réinventer. Tu peux aussi potentiellement changer un peu de métier ou changer de spécialisation. Tu peux faire pas mal de choses quand même dans ce milieu-là, je trouve. Il n'y a pas de profil type, j'imagine, à 100%, mais il faut quand même avoir certaines qualités comme la créativité, la curiosité, l'agilité d'esprit. Ouais. Donc au final, ces qualités qu'on recherche dans le secteur de la communication, de la publicité en général, permettent aux personnes qui évoluent là-dedans justement d'être plus agiles
et de baigner d'une certaine manière dans plein de milieux différents à la suite. Ouais, tout à fait. Et après, quand même, chacun son talent. Moi, j'aime bien dire que je suis persuadée que chacun dans le monde est doté d'un talent, de talents bien spécifiques, et que ce qui est important, c'est de pousser ses talents et pas d'essayer de pallier ses faiblesses. Donc c'est pour ça que moi, dans mon agence, il y a les journalistes dont le talent, c'est la rédaction, l'esprit de synthèse, l'écriture, etc. Il y a les gens un peu plus créatifs. Il y a ceux qui organisent, parce que c'est aussi un vrai talent d'organiser. Ces métiers de la communication sont suffisamment larges et variés pour justement qu'on puisse avoir divers talents, enfin pouvoir utiliser divers talents, donc être ouvert à plein de profils différents en fait. J'aimerais vous demander, vous, ce qui vous plaît dans ce métier-là. Je sais que vous avez 2 profils qui sont un peu particuliers, parce que vous êtes tous les deux un peu entrepreneurs dans l'âme. Vous avez tous les deux fait des choses en dehors de ces agences-là, ou créé votre propre agence. Moi, ce que j'aime beaucoup, mais parce que moi, aujourd'hui, mon travail au quotidien, c'est beaucoup quand même la rédaction, c'est presque du journalisme en fait pour les marques, c'est que je suis quelqu'un de très curieux, j'aime beaucoup rencontrer des gens, etc. Je m'intéresse à plein de sujets différents, et en fait, en écrivant pour des marques qui ont des activités très variées, donc on travaille pour des marques spécialisées en sécurité privée, en gestion des déchets, donc ce dont je parlais tout à l'heure par exemple avec Veolia, on travaille aussi avec des laboratoires pharmaceutiques, donc on parle de la santé, on travaille aussi pour des assurances, pour des banques, c'est des secteurs hyper variés, donc ça satisfait énormément mon besoin de curiosité. Ce que j'adore, c'est que tous les jours, j'apprends quelque chose. Du coup, ça me donne aussi la sensation de m'améliorer, ça m'ouvre d'autres horizons, ça me fait rencontrer d'autres personnes. Donc ça, c'est la première chose que j'aime. Et après, en effet, c'est aussi peut-être parce que j'ai cette chance d'être entrepreneur, mais je trouve que ça laisse une liberté en termes de création. Par exemple, cette année, j'ai pu lancer mon propre podcast. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Aujourd'hui. Voilà. Et en fait, cette possibilité de créer aussi, je trouve ça vachement intéressant. Et par exemple, si je fais un comparatif avec, par exemple, les métiers du droit, j'ai rien contre le métier du droit, ça me serait juste pas du tout convenu. C'est la deuxième fois que tu le cites quand même. Hein. Voilà, mais c'est pour ça. Mais pareil, je pense que j'aurais été très mauvaise médecin. Mais c'est parce que c'est des métiers où la possibilité de création, de créativité est beaucoup plus restreinte. En fait, on doit appliquer c'est plus théorique, en fait. On a un savoir énorme. D'ailleurs, c'est pour ça que les avocats les médecins font beaucoup d'années d'études, et ensuite on le délivre et on l'expérimente au quotidien avec les patients qu'on voit ou avec la clientèle. Alors que dans la communication, tu as une possibilité de créativité assez énorme et du coup assez intéressante. C'est exactement ça, je rebondis sur la spécialisation, par exemple des médecins ou de nos amis du droit. Qu'on aime beaucoup. Qu'on adore. C'est vrai qu'eux ont une spécificité, une spécialité qui vont continuer de creuser. Nous, on va avoir des sujets divers et variés dans lesquels on va se spécialiser. Moi, c'est toujours ça que j'ai trouvé hyper passionnant dans ce métier, notamment en direction artistique. C'est déjà, il y a plusieurs saisons, donc en fonction des saisons, on communique différemment, que ce soit à Noël, Halloween, pour la fête des mères, ce qu'on appelle les marronniers, un peu toutes ces périodes qu'on a besoin aussi d'avoir une identité différente. Et puis ensuite, il y a aussi les thématiques dans lesquelles on va aller. Par exemple, même pour une marque, si on a envie demain de faire un truc axé sur l'opéra, on va s'intéresser au chant, à ce milieu. On va tourner avec des réalisateurs qui sont spécialistes dans ce domaine-là. Voilà, il y a plein de choses. Pareil, après, moi, ce que j'adore, c'est tous les métiers qu'on rencontre quand on est sur un tournage et qu'on est avec des régies, des ingé-sons, des gens qui sont spécialisés dans le stylisme culinaire, même les coiffes Mac ou pour la déco. Alors, sur le stylisme culinaire ou le coiffe Mac qui va être spécialisé dans la coiffure et le maquillage. Et donc, tous ces petits métiers-là qui sont hyper intéressants, qui gravitent autour de la publicité, permet aussi de jamais s'ennuyer, de s'intéresser à tout, d'être ouvert. C'est vraiment un métier passionnant dans ce sens-là parce que les domaines d'action, ils sont illimités en fait. Et à l'inverse, contre quoi est-ce que vous metteriez en garde quelqu'un qui veut se lancer dedans? Qu'est-ce qui peut déplaire à certains et qu'est-ce qui vous déplaît vous dans votre métier? S'il y a quelque chose qui vous déplaît dans votre métier. Par exemple, on n'a pas parlé de ça, la charge de travail. Est-ce que parfois il y a des moments où c'est très intense? Est-ce qu'il y a le syndrome de la feuille blanche? Est-ce qu'il y a des moments stressants, par exemple? La charge de travail, ça peut varier parce qu'on a des charrettes. On appelle ça comme ça, des périodes de charrettes. Donc c'est quand on a un gros brief client qui arrive ou que le client s'est mal organisé et qu'il veut sa prod pour dans 3 jours alors qu'à la base il la voulait pour dans 2 semaines. Enfin bon, donc parfois il y a des périodes où il faut donner un petit peu des coups de collier. Ça fait un peu des vagues en fait. Il y a des moments où on est hyper cool, d'autres moments où faut y aller un peu plus. Donc ça, faut pas avoir peur parfois de faire des horaires un peu gros, mais sachant que c'est pas la réalité du quotidien.
Sinon, pour répondre à l'autre question qui est est-ce qu'il y a des difficultés, je dirais que moi je trouve que la difficulté c'est justement il faut avoir la volonté d'aller de l'avant en permanence, c'est-à-dire de se tenir au courant, de s'intéresser à tout ce qui se passe. Si on n'a pas cette volonté, même d'être largué, c'est ça? Ouais, c'est même pas une question d'être largué. Je pense que ce qui est intéressant dans ces métiers aussi, enfin la plus-value auprès des clients, c'est d'être force de proposition. Et donc si on n'a pas cette envie d'aller s'intéresser à des sujets ou de se tenir au courant de ce qui se passe, je trouve que ça peut être compliqué. On peut vite se trouver un peu perdu, être un peu à la ramasse. Sur les deux questions, moi je trouve qu'elles sont assez liées parce que le fait de ne pas compter ses heures est hyper important dans le métier, en tout cas de la création, parce qu'une idée peut te tomber sur le coin de la gueule à n'importe quel moment. Pour la traduire, il faut beaucoup bosser, il faut jeter pas mal de papier dans la corbeille. Et en fait, c'est lié parce que si on n'a pas ces qualités-là et qu'on vient parce qu'on trouve ça fancy, c'est cool, je vais pouvoir faire des super photos sur Instagram avec des potes, et puis c'est des gens qui ont des super sneakers et tout ça, faut pas aller dans ce métier-là. Comme je le disais avant, c'est un métier qui est très scientifique, qui a besoin de beaucoup de lignes avant de trouver la bonne accroche. Je veux pas cracher sur le métier de la mode, mais c'est pas du tout un endroit où on peut juste se faire voir ou être regardé et flâner. Et ce qui est marrant, c'est sur le rythme de travail, c'est que moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas toutes ces histoires de burn-out. C'est venu un peu après. Il y a eu tout un sujet sur la perception qu'on en avait en France et à quel moment il fallait en parler et comment on le décelait. Et c'est vrai que notre métier, il en pâtissait vachement parce que non seulement on comptait pas nos heures, mais on est sujet à des grosses pressions. Il faut savoir qu'on bosse sur des budgets qui sont parfois assez hallucinants. Moi, typiquement, là, je suis sur un film à plus d'1 million d'euros juste en réalisation. J'ai la responsabilité de la direction artistique, donc j'ai beaucoup de pression autour de moi. On peut craquer si on n'arrive pas à être solide et si on n'est pas bien accompagné. Il y a beaucoup d'agences qui parce qu'ils ont des difficultés financières ou qu'ils ont des contextes un peu particuliers avec leur budget. Mais tout est en train de changer. Les gens sont de plus en plus responsables, les entreprises sont de plus en plus vigilants face à ça. La pression dont tu parles, elle viendrait plutôt de tes supérieurs ou du client directement ? Je crois que la pression, on se l'inflige même soi-même. Après, c'est assez particulier parce que c'est un peu le truc de la page blanche. C'est au moment où tu n'as pas d'idée, tu te la mets déjà cette pression. Et si tu te la mets trop et que tu as conscience des enjeux, ça peut te brider et du coup, tu rentres dans un cercle vicieux de non-productivité. Et ça peut être accentué par le directeur de création en fonction de la relation que tu entretiens avec lui qui va te pousser dans des retranchements que tu ne vas pas souhaiter. C'est très rare en création, ça peut arriver, comme ça peut arriver qu'il y a des gens qui sont mis au placard ou qu'il y a des gens qui n'ont plus du tout envie de bosser. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est très exigeant, dont il faut un peu se dédier corps et âme pour percer, entre guillemets. Si vous aviez peut-être un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la communication, qui est au départ de ses études ou qui est en terminale. Ouais, je pense que c'est important de faire des stages, mais après ça s'applique à n'importe quel métier parce que c'est sur le terrain, c'est quand tu vois la réalité des choses. L'école, ça reste quand même assez théorique, c'est important de faire des études, mais on n'apprend jamais autant que quand on est dans le cœur du sujet en fait. Donc faites des stages qui vous plaisent pas parce qu'au moins ça vous montrera ce que vous aimez pas. Et parfois on a des réalisations en stage en disant mais ça j'adore. Donc faire des stages, je pense que c'est important. Et après, d'une manière générale, je pense être curieux dans la vie. Ça peut que t'amener vers quelque chose de bien. Être curieux des gens, rester ouvert aux rencontres, être curieux de l'actualité, même si c'est pas forcément son domaine de prédilection. Écouter des podcasts peut-être. Écouter des podcasts, en effet. Et aujourd'hui, on a la chance inouïe en ligne de pouvoir apprendre plein de trucs, que ce soit à travers les podcasts, en lisant, même dans nos feeds de réseaux sociaux. C'est une forme de culture aussi, tout ce qui passe. Donc restez ouvert aux autres, à ce qui se passe, au monde qui vous entoure. Soyez curieux. Travailler, oui aussi, ça par contre, il n'y a pas de secret, on n'a rien sans travailler. Et soyez cool, ayez confiance, tout va bien se passer. La confiance, c'est très important. Ouais. Je vais ressortir la vieille formule que m'avait dit mon binôme d'Ambition Campus en 2009. C'était peu importe ce que tu feras, tant que tu es le meilleur. Donc il faut toujours viser l'excellence, même si on est boulanger. Je crois que de toute façon, c'est un discours qui est assez commun dans cette association, c'est de se pousser et d'aller jusqu'au bout et de mériter surtout. Après, sur la com, venez pas assez bouché, on vous a dit. Non, moi j'ai un dernier truc aussi d'ailleurs, vu que je parle des stages, n'hésitez pas à m'envoyer vos CV si vous avez envie, notamment pour des stages d'observation. Donc mon agence c'est Canard et compagnie, vous tapez ça sur internet et c'est normalement le premier lien, si tout se passe bien, qui sort sur Google. Donc vous pouvez nous envoyer un formulaire de contact sur notre site, donc n'hésitez pas à nous écrire. Merci encore à vous deux d'être venus. Merci Mathilde. À bientôt pour un nouvel épisode de Trace ta route. Merci beaucoup Ménard. Au revoir. Merci à vous. Salut. Au revoir.